Soyez les bienvenus dans la leçon congruence partie 2. Ce qu'on va voir, c'est d'abord de donner une proposition sur la notion de congruence, en fait, qu'on va approfondir, donner le théorème de reste chinois qui sera utile par la suite pour démontrer d'autres propositions. Ensuite, on va donner quelques exemples sur lesquels on va s'appuyer sur ce qu'on a déjà démontré dans la leçon partie 1. Ensuite, on va définir une fonction nouvelle, c'est une fonction indicatrice d'Euler qu'on va détailler et qu'on va généraliser par la suite. On va donner une généralisation de cette fonction indicatrice. Ensuite, on va parler de l'ordre d'un entier A qui est modulo n. Donc, on va parler de définir d'abord c'est quoi l'ordre et sur quelques exemples, on va essayer de trouver l'ordre d'un entier A qui est modulo n. OK, proposition. On donne la proposition 1. Supposons que, qu'est-ce que j'ai? J'ai un M, un entier, A, B et C des entiers relatifs, avec C qui est différent de 0. Et qu'est-ce que je veux démontrer? Je veux démontrer petit a, qui consiste à dire si je fais l'hypothèse que AC est congrès à BC modulo M, alors A est congrès à B modulo M divisé par CM. CM, c'est le plus grand diviseur commun, comme je l'ai noté ici. Donc, le CM, entre parenthèses, c'est le plus grand diviseur commun de C et M. Et le deuxième point, qui consiste à dire, si jamais le plus grand diviseur commun entre C et M égale à 1, alors, si par hypothèse j'ai AC congrès à BC modulo M, alors A est congrès à B modulo M. Donc, on va démontrer les deux propositions, en fait, les deux petit a et petit b de la proposition 1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a par hypothèse que AB est, en fait, d'abord, on va développer A moins B fois C. A moins B fois C n'est rien d'autre en utilisant la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. J'aurai A fois C moins B fois C. A fois C moins B fois C, vu que par hypothèse, on a supposé que AC est congrès à BC modulo M, revient à dire quoi? Que la différence AC moins BC n'est rien d'autre qu'un entier multiplié par M. Donc, j'ai l'existence d'un entier relatif Q tel que AC moins BC égale à M fois Q. Donc, je peux dire que A moins B, je vais, d'après cette égalité ici, je peux diviser par le plus grand diviseur commun de part et d'autre. Donc, ou bien je multiplie de part et d'autre par 1 sur le plus grand diviseur commun, Cm. Donc, j'aurai A moins B multiplié par C, divisé par le plus grand diviseur commun de Cm, n'est rien d'autre que M divisé par le plus grand diviseur commun, Cm multiplié par Q. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que M sur le plus grand diviseur commun de Cm ne peut pas diviser C sur le plus grand diviseur commun Cm. Pourquoi? Parce que du fait que Cm n'est rien d'autre, en fait, entre parenthèses, Cm n'est rien d'autre que le plus grand diviseur commun. Donc, elle doit, puisqu'il ne peut pas diviser C sur le plus grand diviseur commun de Cm, donc elle doit diviser forcément A moins B. OK? Donc, ce qui prouve le petit a. Et le petit b n'est rien d'autre que si j'ai a fois c et congrès à b modulo c, congrès à b multiplié par c modulo m, alors je peux dire que a est congrès à b modulo m divisé par le plus grand diviseur commun cm. Donc, si le plus grand diviseur commun cm égale à 1, donc il revient à dire que a est congrès à b modulo m. Donc, ce qui permet grâce à A, on peut prouver le B en utilisant le fait que le plus grand diviseur commun de C et M est égal à 1. OK? Donc, on va donner un exemple sur lequel on va utiliser la proposition 1. Notons que 18 est congrès à 14 modulo 4. Et on va essayer de montrer que 9 est congrès à 7 modulo 2. Tout simplement, 18, je peux l'écrire comme étant 9 fois 2. Donc, j'aurai 9 fois 2 est congrès à 7 fois 2, modulo 4. Donc, je suis dans
la proposition 1, donc l'hypothèse de la proposition 1 qui me dit que A fois C est congrès à B fois C. Le C ici, il est différent de 0, il vaut 2. Donc je peux dire, d'après la proposition 1, que je peux diviser ça par 2, j'aurai en fait 9, et congrès à 7, modélo 4 divisé par le plus grand diviseur commun de 2 avec lui-même, donc c'est 2. Donc j'aurai 9 congrès à 7, modélo 2. Mais on n'a pas la congruence de 9. 9 n'est pas congrès à 7, modélo 4. Tout simplement, 9 moins 7, ça fait 2. 2, je ne peux pas l'écrire sous forme d'un entier multiplié par 4. Donc, on n'a pas la congruence de 9, pour 7 modélo 4. Mais je peux dire que j'ai la congruence de 9 pour 9 est congrès à 7 modélo 2 en utilisant le petit a de la proposition 1. OK? Maintenant, je vais donner un théorème qui est dit théorème des restes chinois et qu'on va appliquer plus tard. Ce qui consiste à dire quoi? J'ai un entier n supérieur ou égal à 1 et je vais essayer de voir est-ce que à travers la donnée de M1 jusqu'à Mn, des entiers qui sont 2 à 2 premiers entre eux, est-ce que le système d'équations de congruence qui sont x congrès à A1, modèle M1, x congrès à A2, modèle M2, jusqu'à x congrès à AN, modèle M, est-ce que j'ai en fait une solution de ce système de congruence? Donc, on s'appuie sur le fait que j'ai un n supérieur strictement à 1 et j'ai la donnée de M1, M2 jusqu'à MK qui sont des nombres entiers positifs qui sont premiers entre eux 2 à 2. C'est-à-dire qu'on revient à dire quoi? Que pour chaque ij donné, i différent de g, le plus grand diviseur commun de mi et mg est égal à 1. Et on va essayer de prouver est-ce que pour les entiers donnés qui sont arbitraires A1, A2, AK, est-ce qu'il existe un entier X qui résout mon système de congruence qui est écrit ici, c'est-à-dire que X est congrès à A1, modèle M1, X congrès à A2, modèle M2, jusqu'à X congrès à AN, modèle Mn. N'oubliez pas que l'hypothèse de ce théorème de reste chinois, il faut que M1 jusqu'à Mn soit 2 à 2 premiers entre eux. Et ce sont des nombres positifs. Donc, pour n'importe quelle donnée A1 jusqu'à AN, je vais montrer que mon système qui est écrit ici, système d'équation de congruence, admet une solution qu'on va développer et une solution qui est ténuque. OK? Alors, une démonstration qui s'impose pour ce théorème des restes chinois. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour tout g allant de 1 à n, je vais prendre une variable auxiliaire. Une variable auxiliaire que je vais noter q indexée par g et qui prend m1. Donc, c'est la quantité m1 multipliée par m2 multipliée par mg-1 multiplié par mg plus 1 multiplié par mn. On revient dire quoi? On fait tout le produit des mi et on le divise par mg. C'est-à-dire on a éliminé le mg de ce produit des mi. Donc pour chaque g donné, j'ai un certain qg qui est le produit de m1 fois m2 jusqu'à mg-1 multiplié par mg plus 1 multiplié par mg plus 2 jusqu'au mn. Donc je viens de exclure pour chaque g donné du produit le mg. Alors qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le plus grand diviseur commun de cette variable auxiliaire q indexée par g avec mon mg est égal à 1. Donc pourquoi j'ai le plus grand diviseur commun de qg mg est égal à 1? Rappelez-vous que j'ai les mi sont 2 à 2 premiers entre eux, donc leur produit leur plus grand diviseur commun est égal à 1. Donc, grâce à cette hypothèse, on peut démontrer que le plus grand diviseur commun de q indexé par g, de mg, est égal à 1. Et du fait que j'ai démontré que le plus grand diviseur commun de q indexé par g, mg égale à 1, je peux utiliser l'identité de Bézout et il me dit qu'il existe q indexé par g antirelatif tel que mon équation pour chaque qg et mg, il existe un kg tel que qg, kg est congrès à 1 modulo mg. On revient à dire quoi? On revient à dire qu'il existe un P tel que
Q indexé par G multiplié par QG moins 1 n'est rien d'autre qu'un multiple de MG. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a introduit une variable auxiliaire sur laquelle on a démontré que QG MG égale à 1, leur plus grand diviseur commun, et d'après cette hypothèse ici, cette égalité ici qu'on vient de démontrer, alors je peux dire qu'il y a l'existence d'un cas G tel que Q indexé par G fois QG est congrès à 1 modulo MG. OK? Et la deuxième partie du preuve de cette démonstration du théorème des restes chinois consiste à prendre x0 comme étant une sommation de G1 de 1 à n de AG, AG c'est une donnée de problème, QG, rappelez-vous qu'on a dit que c'est le produit des MI sauf le produit de tous les MI sauf celui de MG qu'on a exclu, c'est-à-dire le produit de M1, M2 jusqu'à Mn divisé par Mg. Et QG, c'est solution c'est l'inverse, en fait, d'après en fait, le fait que QG et Mg ont le plus grand diviseur commun égal à 1. Donc, je peux dire que les QG n'est rien d'autre que AG fois QG égale à 1 congrès à modulo Mg. Donc, je peux dire à travers que x0 QG est là, je peux dire que pour tout G donné, mon x0 qui est écrit ici est congrès à G modulo Mg. OK? Donc maintenant, je viens de construire une solution de mon système de congruence. Maintenant, il me reste à montrer qu'on a l'unicité de solution de mon système de congruence. Supposons maintenant que nous ayons une deuxième solution x1 dans notre système. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supposer que j'ai deux solutions et je dois montrer qu'ils coïncident. Donc, on vient de noter que x1 est une deuxième solution de mon système d'équation de congruence et je dois prouver qu'ils coïncident. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire la différence entre la solution qu'on vient de construire x0 et la solution qu'on s'est imaginé qu'il existe une autre solution de mon système d'équation de congruence. Donc, je pose x égale à x0 moins x1. Alors, x est congrès à 0 modulo chacun des mi. Pourquoi? Parce que mon x0 il est congrès à ai modulo mi et x1 est congrès à ai modulo mi. Rappelez-vous qu'on a déjà démontré que CA1 est congrès à A congrès à B modulo n et C congrès à D modulo n. Alors, A plus C est congrès à B plus D modulo n. Donc, de la même façon, je peux multiplier à droite et à gauche par une constante, j'aurai toujours la congruence. Rappelez-vous que A congrès à B modulo n, B congrès à D modulo n, alors A fois B congrès à modulo C fois D modulo n. Donc, je vais utiliser ces deux résultats qu'on a déjà démontrés. Je peux prouver que x est congrès à 0 modulo chacun des mi. Et donc, également, congrès à 0 modulo le produit des mi. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on a dit? X est congrès à 0 modulo chacun des mi. Donc, il peut être via le produit. Donc, x peut être congrès à le produit des 0 fois le produit des mi. Donc, j'aurai une congruence de x au produit de tous mes mi, m1, m2, mn, que j'ai noté un grand M. OK? Donc, maintenant, j'ai l'unicité de ma solution de théorème de reste chinois. Je vais donner un exemple sur lequel on va illustrer l'utilisation des théorèmes de reste chinois et qu'on va développer sur cet exemple. Donc, exemple d'application. Quelle est la solution du système de congruence suivant? C'est-à-dire, je me donne un système de congruence qui est x congrès à 2 modulo 3, x congrès à 3 modulo 5, x congrès à 2 modulo 7. C'est-à-dire quels sont les entiers x tels que x est congrès à 2 modulo 3, ceux qui sont à la fois congrès à 2 modulo 3, congrès à 3 modulo 5 et congrès à 2 modulo 7. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour pouvoir appliquer le théorème des restes chinois, je suis obligé d'abord de voir est-ce que mes mi sont 2 à 2 premiers entre eux. 3 est un nombre premier, et les premiers avec 5, puisque le plus grand diviseur de 3 et 5, c'est toujours 1.
Le plus grand diviseur de 3 avec 7, c'est toujours 1 parce que le seul diviseur de 3, c'est 1 et 3. Et le seul diviseur de 7, c'est 1 et 7. Donc, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. 5 et 7, c'est un nombre premier. Donc, c'est le seul diviseur de 5, c'est 1 et 5. Les seuls diviseurs de 7, c'est 1 et 7. Donc, le plus grand diviseur commun de 5 et 7 n'est rien d'autre que 1. Donc, 3, 5 et 7 sont 2 à 2 premiers entre eux. Donc, je peux appliquer mon théorème du reste chinois, puisque je viens de vérifier que l'hypothèse du théorème du reste chinois est vérifiée. Qu'est-ce que je vais faire? Rappelez-vous que je dois fabriquer mes QG comme étant les produits des MI divisés par MG. OK? Ce qu'on va faire, donc solution en utilisant le théorème de reste chinois, puisque l'hypothèse est vérifiée, je vais prendre un M qui n'est rien d'autre que le produit de tous mes MI. Donc, c'est-à-dire 3 fois 5 fois 7 égale à 105. Ensuite, je vais donner naissance à mes MI. M1 n'est rien d'autre que le produit, on a dit des MI divisé par 3. Donc, j'aurai M1, c'est M divisé par 3. Donc, je vais exclure le 3 du produit. Donc, j'aurai 5 fois 7, c'est 35. Et M2 n'est rien d'autre que ce produit divisé par 5. Donc, j'aurai 3 fois 7. Donc, j'aurai M divisé par 5 égale à 21, puisque 21 n'est rien d'autre que 3 fois 7. Et M3 n'est rien d'autre que M, c'est le produit, divisé par 7. Donc, j'aurai 3 fois 5, c'est 15. Donc, j'aurai M1 égale à 35, M2 égale à 21 et M3 égale à 15. OK? Et qu'est-ce qu'il me reste à faire pour trouver la solution de mon système de congruence que j'ai donné dans l'exemple? Il suffit de chercher l'inverse de M1 modèle 3, l'inverse de M2 modèle 5, l'inverse de M3 modèle 7, et je peux, à partir de la recherche de l'inverse de ces équations que je viens de dire, je peux fabriquer ma solution de mon système de congruence. Donc, on remarque que 2 est l'inverse de 35 modèle 3, 1 est l'inverse de 21 modèle 5, 1 est l'inverse de 15 modèle 7. Et je rappelle c'est quoi l'inverse. En fait, je me donne un A qui est congrès à un X congrès à B modèle N. En fait, je cherche l'inverse d'un entier congrès modèle N, c'est-à-dire qu'il existe un X qui est que AX est congrès à 1 modèle N. Autrement dit, AX moins 1 est égal à une constante, un entier K que multiplie N. Donc, si j'arrive à trouver un X pour un A donné, j'arrive à trouver un X c'est que AX moins 1 égale à K fois N, alors X est dit l'inverse multiplicative de l'entier A modulo N. OK? Et la solution de mon système de congruence, ce serait d'écrire X comme étant A1, c'est-à-dire que j'ai choisi A1, les MI ce sont 3, 5 et 7. A1, c'est ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire 2, 1 et 1, c'est-à-dire l'inverse multiplicative de M1 modèle 3, M2 modèle 5 et M3 modèle 7. Donc, je peux écrire A1, M1 fois Y1. Y1, c'est l'inverse de M1 modèle 3. Plus A2, M2, Y2. Plus A3, M3, Y3. Donc, je fais que remplacer chaque variable par sa valeur. Donc, j'aurai 2 fois 35 fois 2, plus 3 fois 21 fois 1, plus 2 fois 15 fois 1, modulo le produit des MI. Le produit des MI, on a déjà calculé que c'est 105. Donc, j'aurai une congruence X, la solution de mon système n'est rien d'autre qu'une congruence à 233, modulo, en fait, 105. C'est-à-dire, ce sont les X qui s'écrivent comme étant 233 plus K fois la valeur 105, qui est solution de mon problème de départ. Je vais introduire cette fois-ci une nouvelle fonction qu'on va utiliser, dite fonction indicatrice. Cette fonction indicatrice, dite fonction due à Euler, c'est lui qui a donné naissance à cette fonction. Et je vais voir comment on va définir cette fonction indicatrice d'Euler. Alors, soit n un entier naturel, on appelle fonction indicatrice d'Euler et on le note par phi de n, le nombre d'entiers naturels qui sont strictement positifs, premiers avec n.
Donc, je cherche tous les nombres premiers strictement positifs et premiers avec l'anti-n que j'ai choisi au départ. OK? Et qui sont strictement inférieurs à n. Donc, je résume un petit peu la fonction indicatrice. La fonction indicatrice, elle est liée à la donnée d'un entier naturel n. Dire phi de n, c'est quoi? C'est le nombre d'entiers qui sont strictement positifs et qui sont premiers avec n, mais qui sont inférieurs strictement à n. À travers duquel, donc, je vais, pour chaque n donné, chercher le phi de n. OK? On remarque que pour P premier, donc on remarque que pour P premier, la valeur phi de P qui désigne quoi? Rappelez-vous, c'est le nombre d'entiers positifs qui sont premiers avec P et qui sont inférieurs à P. Rappelez-vous que P premier, le fait qu'il soit premier avec P, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand diviseur commun de ces entiers que je suis en train de chercher leur nombre, il a un plus grand diviseur commun, c'est 1. Or, P premier, le seul diviseur de P, c'est 1 et lui-même. Donc, le seul nombre qui peut être premier avec P et inférieur strictement à P, c'est j'ai combien de nombres premiers qui sont inférieurs strictement à P et qui sont premiers entre eux. C'est tous les nombres premiers entre 1 et P. J'aurai P moins 1 nombre premier. Donc, j'ai P moins 1 nombre premier avec P qui sont inférieurs strictement à P. Donc, je peux dire que la fonction d'Euler appliquée à un nombre premier n'est rien d'autre que P moins 1. OK? D'autre part, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer cette fois-ci l'image par la fonction indicatrice de quoi? De P à la puissance alpha. OK? L'image par la fonction indicatrice de P à la puissance alpha. Et je peux utiliser que P à la puissance alpha est égal, en fait, le nombre d'entiers positifs strictement inférieur à P à la puissance alpha et qui sont premiers avec P à la puissance alpha, n'est rien d'autre que P à la puissance alpha moins P à la puissance alpha moins 1. Donc, ces deux choses, on va les utiliser sur quelques exemples. Donc, P premier, phi de P, c'est P moins 1. Et pour tout alpha donné, phi de P à la puissance alpha, P premier, c'est P à la puissance alpha moins P à la puissance alpha moins 1. OK? Et puisque les nombres premiers avec P à la puissance alpha inférieur strictement à P à la puissance alpha, sont tous les nombres inférieurs à P à la puissance alpha moins les multiples de P. Puisque P à la puissance alpha, ce sont des multiples de P. Donc, il suffit de prendre tous les nombres inférieurs à P à la puissance alpha et qui sont, en fait, tous les nombres inférieurs à P à la puissance alpha, mais qui sont premiers avec P à la puissance alpha, mais on va exclure les multiples de P, parce que les multiples de P peuvent s'écrire comme étant un K fois P à la puissance alpha, donc ils ne peuvent pas être premiers avec P à la puissance alpha. Donc on voit très bien qu'on vient de justifier pourquoi phi à la puissance P à la puissance alpha, c'est P à la puissance alpha moins, je prends toujours je vais exclure les multiples de P qui sont inférieurs strictement à P à la puissance alpha. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une généralisation de la fonction d'Euler. On vient de démontrer que la fonction d'Euler, par définition, n'est rien d'autre, elle est liée à une donnée d'un entier n. Et phi de n n'est rien d'autre que le nombre de nombres premiers positifs qui sont inférieurs strictement à n et qui sont premiers avec n. Et on va généraliser ça. Et rappelez-vous qu'on a caractérisé que l'image phi de p, c'est p-1, et phi de p à la puissance alpha, c'est p à la puissance alpha moins p à la puissance alpha moins 1 pour la donnée d'un entier premier, p. Généralisation, qu'est-ce qu'on va dire? Nous allons maintenant donner une formule générale permettant de calculer phi au point n. Donc, pour chaque n donné, je veux calculer le nombre de nombres premiers strictement positifs avec n et qui sont strictement inférieurs à n. Connaissant la décomposition en facteurs premiers de n. Donc, la généralisation, et s'appuie sur le fait que je vais décomposer n en facteurs premiers. Rappelez-vous que pour chaque entier n supérieur strictement ou égal à 2, je peux le décomposer en nombre premier
en facteur en nombre premier. C'est-à-dire qu'on a déjà travaillé sur la décomposition en facteur premier lorsqu'on a abordé la leçon nombre premier. Donc, j'ai pour chaque n donné supérieur ou égal à 2, je peux l'écrire sous forme d'une décomposition en facteur premier sur lequel je vais m'appuyer pour donner une généralisation à ma fonction d'Euler. Donc, l'M1, la fonction phi est multiplicative pour les nombres premiers entre eux. C'est-à-dire, si le plus grand diviseur commun P et Q égale à 1, c'est-à-dire que P et Q sont premiers entre eux, alors le nombre d'entiers strictement positifs qui sont premiers avec le produit P fois Q et qui sont inférieurs strictement à P fois Q, alors n'est rien d'autre que le produit de nombres premiers qui sont inférieurs strictement à P et qui sont premiers avec P, et ceux qui sont premiers avec Q, inférieurs strictement à Q. Donc, je peux dire que si P et Q sont deux nombres premiers entre eux, c'est-à-dire relativement premiers, c'est-à-dire leur plus grand diviseur commun égal à 1, quand je veux évaluer phi au produit, je fais que le produit de la valeur de phi au point P et la valeur de phi au point Q. Donc, ça veut dire que si de plus P et Q sont des nombres premiers, cette valeur elle devient P-1 et cette valeur elle devient Q-1. Donc si P et Q sont premiers et leurs plus grands sont premiers et de plus ils sont relativement premiers entre eux, c'est-à-dire que leur plus grand diviseur commun c'est 1. Alors je peux évaluer phi au produit n'est rien d'autre que le produit des images respectives de phi de P et Q, par phi de P et Q. Exemple, je prends 4 et 9, ils sont relativement premiers entre eux. Mais ils ne sont pas des nombres premiers, parce que 4 est là comme diviseur possible, 1, 2 et 4 est lui-même. Donc il a plus que deux diviseurs, il n'a pas les seuls diviseurs 1 et 4, donc ce n'est pas un nombre premier. Et 9 aussi, donc, est là comme diviseur 1, 3 et 9, donc ce n'est pas un nombre premier. Mais ils sont relativement premiers entre eux. C'est-à-dire que leur plus grand diviseur commun est 1. Je viens de donner les diviseurs de 4, c'est 1, 2, 4. Les diviseurs de 9, c'est 1, 3 et 9. Donc le plus grand diviseur commun de 4 et 9, c'est 1. Donc ils sont premiers entre eux. Donc je peux utiliser la forme généralisée de la fonction d'Euler qui me dit que le nombre d'entiers premiers strictement positifs inférieur strictement à 36 n'est rien d'autre que, comme je peux écrire 36 sous forme de 4 fois 9, donc l'image par phi de 36, c'est l'image par phi de 4 fois 9. 4 fois 9 sont premiers entre eux, j'ai le droit de dire qu'égal à l'image par phi de 4 multiplié par l'image par phi de 9. Et je veux, donc il me suffit alors pour dégager le nombre de nombres premiers qui sont strictement positifs inférieurs à 4 et inférieurs strictement à 4 et qui sont premiers avec 4, et ceux qui sont premiers avec 9 et inférieurs strictement à 9. Donc le nombre pour 4, on va trouver 2, puisque les nombres premiers possibles inférieurs strictement à 4, j'ai la valeur 2. 1 n'est pas un nombre premier, rappelez-vous, mais qui sont premiers avec 4 et inférieurs strictement à 4. Donc j'aurai une valeur de 2, puisque j'ai 2 et 3, ce sont des nombres premiers qui inférieurs strictement à 4. Et pour 9, je peux chercher les valeurs aussi. Je vais trouver comme nombre premier, on a le 2, le 3, le 5, le 7. Donc je peux ensuite d'aller chercher ceux qui sont des nombres strictement positifs, qui sont premiers avec 9 et inférieurs strictement à 9. Je vais trouver la valeur 6. Donc finalement, phi de 36 n'est rien d'autre que 12. Par contre, si je fais l'image par phi de 36, c'est l'image par phi de 2 fois 18. Et l'image de 2 fois 18, 2 et 18 ne sont pas premiers entre eux. Pourquoi? Parce que leur plus grand diviseur commun, c'est 2. Et je ne peux pas dire que je ne peux pas appliquer la forme généralisée de ma fonction indicatrice d'Euler. Donc, elle est différente de phi au point 2, qui est différente de phi au point 18. Et si j'aurais à évaluer, pourquoi? Parce que si j'aurais à évaluer cette quantité-là, je vais trouver que ça c'est 1 et l'autre c'est 6. J'aurai une valeur qui est 6, donc ce n'est pas possible quand je développe
le produit 36 se forme de deux produits qui sont premiers entre eux. OK? Donc, une démonstration, nous devons compter les nombres i compris entre 0 et pq-1. OK? Nous devons compter, c'est-à-dire compter les nombres i compris entre 0 et pq-1, puisque je vais chercher, rappelez-vous que je veux démontrer la forme généralisée de phi de p fois q est égal à phi de p fois phi de q cp qui sont premiers entre eux. Je vais d'abord comptabiliser le nombre qui sont situés entre 0 et pq-1, qui sont premiers avec p fois q. Parce que je cherche ceux qui sont premiers avec p fois q et non premiers. Hein. Et je cherche les nombres qui sont premiers avec pq, c'est-à-dire que dans leur plus grand diviseur commun avec le produit p fois q, c'est 1. Donc, or, d'après le théorème du reste chinois, un nombre i n'aura pas de facteur commun avec p fois q, si seulement si le nombre u1 congrès à u modulo p n'a aucun facteur commun avec p et le nombre u2 congrès à i modulo q n'a pas de facteur commun avec q. Donc ça veut dire que la démonstration de théorème généralisé, de la généralisation de théorème d'Euler s'appuie sur le théorème du reste chinois. Pourquoi? Je vais dire que d'après le théorème chinois, un nombre i n'aura pas de facteur commun avec p fois q. Il n'a aucun facteur commun avec p fois q. Si seulement si, quand est-ce que? Si seulement si le nombre i1 est congrès à u modulo p n'a aucun facteur commun avec p. Donc tout simplement, il se fait que le plus grand diviseur commun entre u1 et p soit égal à 1. Et le nombre i2 congrès à i modulo q n'a pas de facteur commun avec q. C'est-à-dire i2 avec q, leur plus grand diviseur commun, c'est 1. Donc en s'appuyant sur ce théorème, je peux dégager ça. On a donc, grâce au théorème chinois, une bijection entre les couples I1 et I2, tel que U1 est premier avec P et I2 est premier avec Q. Parce qu'on a démarré au départ P fois Q qui sont premiers entre eux, et je veux trouver, en fait, donner naissance à un couple I1 et I2, tel que U1 est premier avec P et I2 est premier avec Q. Donc je viens de dégager une bijection entre les couples I1 et I2 et, en fait, tel que I1 est congrès à P, est premier avec P et I2 est premier avec Q. Et les nombres I. Donc je dégage une bijection entre I1 et I2 et un élément I qui est inférieur à P fois Q. Tel que I soit premier avec P fois Q. Donc ça veut dire que pour chaque nombre premier avec P fois Q donnera naissance à un couple I1 et I2 tel que I1 est premier avec P et I2 est premier avec Q. Et pour chaque couple I1 et I2, je peux donner naissance à un nombre qui sera premier avec P fois Q. Donc tout simplement, on vient de faire quoi? Une bijection entre l'ensemble des couples qui réalisent I1 premier avec P et I2 premier avec Q et les nombres qui sont premiers avec le produit P fois Q. OK? Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de démontrer que grâce au théorème des restes chinois, j'ai envie de chercher en fait le nombre des entiers qui sont premiers avec P fois Q. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai établi une bijection entre chaque nombre, pour chaque nombre qui est premier avec P fois Q, je lui ai associé un couple I1 et I2, tel que I1 est premier avec P et I2 est premier avec Q. Et j'ai utilisé le théorème de reste chinois pour dire que phi de P fois Q n'est rien d'autre que phi de P fois phi de Q quand P et Q sont premiers entre eux. Donc théorème, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit on va s'appuyer, rappelez-vous qu'on s'appuyait sur la décomposition en facteur premier. OK? Donc, pour chaque n supérieur ou égal à 2, on sait qu'il y a une décomposition en facteur premier. Donc, soit n, un entier naturel avec n, je peux l'écrire comme étant le produit de i allant de 1 à k des pi à la puissance ei. Les pi, ei sont la décomposition en facteur premier de n. Ça, c'est un résultat connu. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux généraliser ma fonction indicatrice d'Euler en s'appuyant sur chaque décomposition de mon nombre n en facteur premier. Et je vais évaluer phi de n comme étant le produit du u allant de 1 à k
de quoi? De mes PI moins 1 que multiplier PI à la puissance EI moins 1. Donc, pour chaque PI-EI, je vais faire le produit des PI moins 1 fois PI à la puissance EI moins 1. Donc, si j'ai envie de chercher le nombre d'entiers strictement positifs qui sont premiers avec n et qui sont inférieurs strictement à n, il suffit de décomposer n, j'aurai les PI et les EI, et je dois évaluer cette quantité-là, PI moins 1, que multiplier PI à la puissance EI moins 1, et je fais des produits de tout ça pour i allant de 1 à k. J'aurai la valeur des nombres strictement positifs qui sont premiers avec n et qui sont inférieurs strictement à n. OK? Donc, une démonstration de la généralisation du théorème d'Euler grâce à la décomposition en facteur premier. Phi étant multiplicative, donc il suffit d'utiliser la formule, qu'est-ce qu'on a dit? Si P est premier, rappelez-vous, l'image phi de P à la puissance alpha, c'est P à la puissance alpha moins P à la puissance alpha moins 1. Donc j'aurai phi appliqué à P à la puissance alpha est égal à P à la puissance alpha moins P à la puissance alpha moins 1. Je vais factoriser par P alpha moins 1, j'aurai P alpha moins 1 multiplié par P moins 1 comme P est premier. Donc j'ai utilisé le fait que ma fonction d'Euler est là la propriété que phi de P comme P premier c'est P moins 1. Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que pour tout alpha donné, P à la puissance alpha, l'image par phi de P à la puissance alpha, c'est P à la puissance alpha moins P à la puissance alpha moins 1. OK? Maintenant, théorème, soit N1, N2 jusqu'à N2, des entiers naturels 2 à 2 relativement premiers. 2 à 2 relativement premiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand diviseur commun de NI et NG est égal à 1, quand I est différent de G, bien sûr. Alors, phi de produit, c'est, puisqu'ils sont relativement premiers entre eux, je peux utiliser la forme multiplicative de phi. Puisque je dis phi de P fois Q, quand P et Q sont relativement premiers, c'est phi de P fois phi de Q. Donc j'aurai phi de N1 fois N2 fois NK, puisqu'ils sont 2 à 2 relativement premiers. Donc N1 est relativement premier avec le produit N2 fois NK. Donc j'aurai phi de N1 fois phi de N2 que multiplier N3 jusqu'à NK. Et je vais refaire la même opération avec le phi de N2 fois NK. N2, les N2 avec les NPP supérieurs strictement à 2 sont premiers entre eux. Donc N2 sera de nouveau premier avec le produit N3 jusqu'à NK. Donc j'aurai phi de produit, c'est le produit des images respectives des NI. Donc soit A et N deux nombres premiers entre eux. Si A et N sont deux nombres premiers entre eux, alors A à la puissance phi de N. On vient d'introduire la fonction indicatrice d'Euler. Phi A à la puissance phi de n est congrès à 1 modulo n. Pour la donnée de deux entiers qui sont premiers entre eux, je peux dire que A à la puissance phi de n est congrès à 1 modulo n. OK? Donc, preuve, l'ensemble des xi de n est inférieur à n. Donc, je prends pour chaque xi, ce sont les nombres qui sont premiers avec n et qui sont inférieurs à n. Alors, je peux dire que AXI modulo n pour i allant de 1 à phi de n étant les mêmes. C'est-à-dire toutes les congruences de AXI modulo n pour chaque i allant de 1 à phi de n étant les mêmes. On a le produit de xi i allant de 1 à phi de n égale à produit de i allant de 1 à phi de n xi. Donc j'aurai à multiplier a de xi puisque a de xi est congrès à la puissance phi de n des produits de i allant de 1 à phi de n de xi modulo n. Donc j'aurai a à la puissance phi de n congrès à 1 modulo n. OK? Donc maintenant, je vais définir c'est quoi l'ordre d'un entier A modulo n. Je donne un A et un n, et je parle de l'ordre d'un entier A modulo n. Soit n un entier positif, soit n un entier positif, A un entier donné, l'ordre de A modulo n est le plus petit entier positif K, tel que A fois K est congrès à 0 modulo n. C'est-à-dire que n divise A fois K. Donc l'ordre n est un entier positif, A un entier, l'ordre de A modulo n est le plus petit entier positif K, tel que A fois K est congrès à 0 modulo n, c'est-à-dire que n divise AK. C'est le plus petit entier K, tel que n divise A fois K.
l'ordre d'un entier A modulo n est bien défini. N divise A fois n pour tout entier A. Donc, l'ordre de A modulo n est toujours inférieur ou égal à n. Donc, j'invite tout le monde à se connecter sur le site web de NetToKnow pour télécharger des exercices. Il suffit de cliquer sur le lien MedNetU et merci.